Oui, oui, c'est très bien. J'aime bien quand les députés de la majorité en faveur du texte citent des associations qui sont vent debout contre votre projet. Donc on ira voir leur rapport, mais je pense, je ne l'ai pas lu. Donc j'imagine qu'ils disent plein de choses bien, mais en définitive, malgré ces choses bien, ils sont contre. Allez comprendre. Non, mais plus sérieusement, on nous a parlé alors, c'est un peu contradictoire parce que Mme Guévenoux disait il ne s'agit pas de le généraliser et Mme la rapporteuse disait ça peut se généraliser. Et c'est vrai, d'ailleurs, il en est question dans les chantiers de la justice et au moins nos collègues de la commission des lois le savent certainement, ça a été l'objet d'une opposition de la part de magistrats, d'avocats. C'est donc, y compris dans la perspective de la généralisation, un problème est indiqué par les avocats, y compris les avocats donc, en droit des étrangers, qui disent qu'il y a un problème de savoir où on doit se trouver. Est-ce que c'est effectivement auprès des requérants et des requérantes, ce qui est une bonne chose. Ça peut être aussi auprès du juge. Donc ce n'est pas vrai que la technologie, Madame Chalas, c'est super moderne et donc ça va tout régler. Ce n'est pas vrai que s'opposer à l'utilisation à des fins comptable, c'est ce que nous a dit Madame la rapporteuse, parce qu'en vrai, l'équilibre, on sait très bien, on dit qu'on veut équilibrer entre l'austérité et puis la justice, mais en vérité, c'est surtout l'austérité qui gagne. Au final, c'est ce calcul-là. Donc, assumez-le et ne dites pas qu'il suffit de mettre la technologie parce que vous êtes moderne et que ceux qui sont contre sont conservateurs. Je pense que vous êtes y compris en retard de pas mal de trains sur la question de la technologie. Ça fait 20, 30 ans que l'on sait que non, magiquement, utiliser de la technologie à distance ou Internet, ça ne résout rien, y compris ça peut être au bout d'un moment un facteur d'aliénation encore plus grand. Merci donc beaucoup, Madame non, Obono. il y a des arguments sérieux, y compris des professionnels, Merci contre la beaucoup, téléaudience. monsieur. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous voterons contre ces amendements qui procèdent de la même logique de l'article, comme venait de le dire Madame Crimi. Et donc, effectivement, Monsieur Sotti ne fait là qu'embrayer et poursuivre les petits pas commencés par la majorité. Et encore une fois, on peut au moins saluer la cohérence des députés LR qui ont trouvé la porte ouverte pour pouvoir enchaîner et aller jusqu'au bout de la logique. Effectivement, moi, ce qui m'interpelle, hein, y compris avec ces histoires d'équilibre, c'est que c'est un peu la majorité qui décide, qui sont à l'équilibre quand tout le monde voit bien que le texte est déséquilibré, y compris sur la question de la télé-audience. Ça a été dit par Madame Crimi. La question, et ça a été dit par d'autres, la question du consentement est fondamentale, la question y compris de la matière dont il s'agit, la question de l'asile et de la rendu des témoignages devrait faire comprendre que oui, c'est des sujets, ce sont des problématiques, ce sont des requérants et des requérantes qui nécessitent de prendre oui, plus de moyens. Et n'en déplaise à M. Ciotti, les procédures, faire un recours, avoir un certain nombre de garanties, ce n'est pas essayer de faire lanterner, c'est tout simplement la justice. Sinon, oui, on expulserait, et je pense que c'est peut-être là où vous voulez en venir, on expulserait sans autre forme de procès, comme on dit, même si ce ne sont pas des procès, mais il faut, oui, mettre en place des moyens pour la justice. Et c'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui en utilisant des processus qui, au motif de la technologie et surtout de l'argument budgétaire, vont faire fi des droits de la défense. Merci, des droits madame. Merci, Monsieur le Président. Dans la lignée des interventions précédentes, je voulais appuyer comment cet article fait cohérence, ou plutôt incohérence avec le reste, parce que j'entends déjà, et ça a déjà été soulevé, les arguments expliquant que, justement, étant donné la diversité des langues, et pour certaines, la difficulté à trouver des traducteurs et des traductrices, on ne peut pas, justement, fournir. Donc ça, c'est un argument qui s'entend, ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas mettre des moyens supplémentaires, et puis surtout que la procédure, et c'est là où ça fait cohérence avec le reste, parce que quand vous réduisez les délais de recours, y compris si on peut considérer qu'effectivement on ne peut pas trouver des traducteurs pour tout, on va pouvoir
commencer la procédure dans une certaine langue. Et si on a le temps, et parce qu'on prend le temps, on va pouvoir avoir des éléments de récit plus fins. Parce qu'on a le temps et qu'on n'est pas pressé par les injonctions qui sont aujourd'hui inscrites dans sa loi, on va pouvoir déterminer que peut-être qu'il faudrait passer à une autre langue, trouver le temps et prendre le temps de trouver des traducteurs et des traductrices. Et c'est justement pour ça que tout ce qui, on va dire, conspire dans cette loi à réduire les délais, à accélérer les procédures, va en définitive faire système avec cet article qui fait que on va dire qu'on n'a pas de traducteur, mais on ne s'est pas donné le moyen, y compris indépendamment de la traduction, de permettre qu'il y ait un rendu, ce récit qui est fondamental dans les dossiers des demandeurs et des demandeuses d'asile, qui n'aura pas eu le temps d'être suffisamment formé pour que, y compris même si on n'a pas la traduction de la langue exacte, on aura mis les moyens avec différentes langues approximatives ou approchantes pour avoir le récit le plus précis. Voilà pourquoi effectivement nous sommes contre cet article et l'ensemble des autres qui ont été votés, parce qu'en définitive, au prétexte encore une fois budgétaire qu'on n'a pas les moyens trouvés, vous coupez l'herbe sur le pied avec l'ensemble des autres rabotages de la procédure. Nous passons à l'examen sur ces amendements que je soutiens, puisque comme l'ont expliqué nos collègues qui les ont défendus, il nous semble que c'est y compris demandé par des professionnels, et ça permettrait de mieux encadrer. Et en réaction à ce qu'a dit Madame la rapporteure sur le PADA de la Villette, qui effectivement a mis en place de nouvelles modalités, mais ça s'est fait parce qu'il y a eu une mobilisation des citoyens et des citoyennes, des riverains et riveraines qui se sont mobilisés parce que depuis des mois et des mois, des milliers de réfugiés, demandeurs et demandeuses d'asile dormaient à la rue pour attendre de pouvoir avoir accès à ce PADA. Et il a fallu la mobilisation donc de ce collectif d'habitants et d'habitantes qui ont interpellé le gouvernement à plusieurs reprises. Et c'est ça qui a permis en vérité de faire en sorte que les nouvelles dispositions soient prises, que la plateforme téléphonique soit déménagée, y compris dans une autre partie de cet arrondissement, mais où l'on voit désormais à nouveau se reformer les difficultés qui ont été constatées au niveau du PADA de la Villette. Et on voit encore une fois que la mobilisation citoyenne en soutien aux migrants, y compris avec les migrants, pour que cesse l'indignité du trottoir des 40 000, comme ça a été nommé, n'a en fait permis qu'un répit de courte durée, puisque ça a été déplacé en un autre endroit du territoire. Alors s'il faut saluer l'action des habitants et des habitantes qui ont permis ce répit temporaire, la solution dont vous vous targuez n'est qu'une manière de reporter le problème. Et encore une fois, avec toujours cet objectif de raccourcissement des délais, cet objectif purement administratif, vous ne réglez pas les problèmes de fond que pourrait permettre l'adoption de ces amendements et de ceux que nous allons présenter par la suite. Merci. Oui, merci Monsieur le Président, à l'appui de ces amendements. Et puisque Madame la rapporteure est toujours très attentive à ce que disent les agents de l'OFPRA, voilà ce que dit le communiqué de numéro 1 des syndicats Asile et CGT OFPRA, donc des agents, qui explique que, je cite, que les projets de loi et de décret sont inacceptables en ce qu'ils visent à dissuader les demandeurs d'asile en besoin de protection, réduire leurs droits, restreindre l'accès à la procédure d'asile et nuire à la qualité de l'instruction des demandes par l'OFPRA puis la CNDA, notamment l'opposabilité aux demandeurs de la langue sélectionnée au guichet unique tout au long de la procédure. C'est ce qu'écrivent et revendiquent les agents de l'OFPRA. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ils ont été en grève. Donc encore une fois, la réalité, les faits sont têtus, comme dirait l'autre. Vous dites être attentive, avoir entendu, écouté, et pourtant vous faites tout le contraire de ce que disent les agents de l'OFPRA qui sont précisément confrontés à cette réalité-là. Donc d'où vous vient véritablement, j'aimerais comprendre d'ici la fin de l'examen de ce texte, Madame la rapporteuse, ces certitudes qui vont à l'encontre de ce que disent, écrivent, au point de se mettre en grève les agents de l'OFPRA dont vous saluez le travail, mais dont vous méprisez du coup les propos. Merci Monsieur le Président.
Comme nous l'avions argumenté lors de l'examen de la proposition de loi d'Edith Warsmann, nous étions contre les dispositifs mis en place, et donc cet article qui revient de fait dessus, nous le voterons par cohérence. Mais permettez-moi, comme cela a été fait précédemment, de noter et d'interroger l'incohérence de cette majorité, qui n'a de cesse de se plaindre du nombre de débats parlementaires, nous trouvons qu'ils sont importants, intéressants, qui n'a de cesse d'indiquer que tout prend trop de temps et qu'il faut aller vite, etc., et qui montre là à quel point cette majorité a tendance à confondre vitesse, précipitation et à entraîner en fait plus de problèmes. Et je pense que on a comme ça, à intervalles réguliers, des illustrations parfaites de la méthode complètement incohérente de votre majorité. Parce que cela a été dit, et rappelons-le quand même, ce débat, nous l'avons eu. Nous l'avons eu en première lecture, lors de la proposition de loi Warsmann, nous l'avons eu en seconde lecture, après le passage au Sénat. Nous avons, et d'autres, si je me rappelle bien, ont proposé des amendements qui correspondaient à ce que vous proposez maintenant. Vous les avez refusés, privilégiant des stratégies qui sont les vôtres, qui sont légitimes, mais qui ont pour conséquence qu'on se retrouve effectivement à devoir détricoter. Nous, on trouve ça tant mieux, mais on aurait gagné du temps, de l'énergie, y compris peut-être un certain nombre de moyens budgétaires. Vous qui êtes si soucieux de ces questions, en adoptant les amendements que nous avions faits. Donc, véritablement, on a là l'exemple parfait de l'incohérence, et y compris de l'inefficacité qui provoque plus de problèmes qu'elle ne en règle de la part de votre majorité. Et réfléchissez au moment où vous voterez pour cet article. Merci, à ce que ça signifie Madame pour tous les autres sur lesquels nous avions déjà alerté. Merci, Monsieur le Président. Alors nous considérons, et je pense que nous ne sommes pas les seuls, y compris de la part d'autres pays européens comme l'Italie et la Grèce, que les règlements de Dublin dysfonctionnent totalement, qu'il faudrait en suspendre l'application et les renégocier. Ce serait le bon sens, tellement tout le monde se rend compte, même si chacun continue à faire semblant de l'appliquer à moitié, partiellement, etc., que là, comme pour d'autres procédures, ça ne sert à rien, voire ça complique un certain nombre de situations. Donc nous sommes bien évidemment contre ces amendements qui visent à supprimer l'article. Mais excusez-moi, chers collègues de la majorité, de vous reconfronter à nouveau à votre incohérence, comme sur beaucoup d'autres sujets, y compris Madame la rapporteuse, qui avait en discussion générale appelé sa majorité à voter pour le texte conforme. Tel que le Sénat, je cite, nous devons voter conforme le texte modifié par le Sénat, donc incluant ce qui a été aujourd'hui détricoté. Il me semble essentiel de nous souvenir de la raison pour laquelle nous, députés, représentants de la nation, siégeant dans cet hémicycle, ce n'est pas des paroles à la légère, nous sommes ici pour légiférer, ce qui ne consiste pas uniquement à chiger des points de vue, s'envoyer mutuellement des paroles et faire résonner des mots. Il s'agit de débattre en vue de fabriquer la loi, ce qui consiste à forger des outils juridiques permettant aux agents de police et aux fonctionnaires préfectoraux d'agir, en l'espèce d'appliquer un règlement européen qui nous engage. Excusez-moi, ces paroles ont bien été prononcées, on a des vidéos qui le montrent, et aujourd'hui, la même personne nous dit et nous appelle avec la même solennité à redétricoter ce pourquoi elle appuyait tant de mots et tant d'efforts. Donc on voit bien qu'il y a effectivement une incohérence. Nous, ça ne nous convainc pas sur le fond, mais au final, c'est ce que nous proposions. Mais encore une fois, il faut assumer votre incohérence qui mène finalement à ce qu'on refasse 150 000 fois la même chose. Obono, Monsieur le Président, dans la continuité de ce qui a été indiqué par nos collègues précédents, nous nous opposons bien entendu à cet article qui montre encore une fois à quel point ces dispositions qui prétendent à plus d'efficacité n'ont en vérité que pour objectif de faciliter l'expulsion des demandeurs et de demandeuses d'asile. Et je voudrais appuyer et relayer la question de notre collègue Dumont à l'instant, de savoir si des moyens sont prévus. Y a-t-il eu une étude d'impact pour prévoir le retour des personnes qui auraient vu leur
décision suspendue. Votre article qui met fin au recours suspensif devant la CNDA, recours qui devient l'exception. Avant, tout recours devant cette cour faisait que la personne en question ne pouvait pas être éloignée. Cet article qui permet en outre la possibilité de renvoyer ou de mettre en détention une personne le jour de la lecture de la décision par la CNDA porte atteinte, comme ça a été dit et dénoncé par de nombreuses juridictions, par les magistrats eux-mêmes, aux droits fondamentaux, à la garantie, y compris de l'exécution jusqu'au bout des décisions de la justice, et montre bien là l'incohérence de votre affirmation que les mesures que vous mettez en place vont faciliter à la fois le travail des magistrats, le travail des agents et permettre à l'effectivité du droit d'asile. C'est bien tout le contraire. C'est pour ça que nous proposons un certain nombre d'amendements pour encadrer et que nous demanderons de toute façon la suppression de cet article contre-productif et inefficace. Merci, madame. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour aller dans le sens de ce que disait notre collègue Untermeyer, il nous semble qu'y compris l'introduction du nouveau recours dont parlait Madame la rapporteure, ne fait qu'ajouter en fait plus de difficultés. On est face là à une véritable usine à gaz qui va plus encombrer, et c'est vraiment typiquement le type de dispositif qui va encombrer plus que simplifier, ça a été dit par ailleurs. Je voulais revenir sur deux éléments que Madame la ministre a soulevé dans son contre-argumentaire. La première, l'argument de se mettre en conformité avec certains pays européens. Mais comme nous l'avions noté lors de l'examen de l'article 5, il me semble, quand nous indiquions par exemple qu'en Allemagne il n'y avait pas de délai et qu'un certain nombre de procédures se faisaient autrement, cet exemple-là ne semblait pas vous convaincre. Donc on voit bien que la référence à la mise en conformité et aux exemples des pays européens est un peu arbitraire, aléatoire. On choisit ce qu'on veut simplement pour justifier ses fins. Le deuxième élément, la liste des pays sûrs, puisque c'est un des critères. On l'a déjà dit, cette liste des pays sûrs est contestée, y compris elle est très variable, parce qu'un pays sûr hier peut devenir y compris beaucoup moins sûr à un moment donné. Et comme ça a été soulevé, moi je repose la question posée par notre collègue Dumont, si il s'avère que le recours est accepté, mettrons-nous les moyens pour faire revenir la personne réfugiée qui devrait avoir le statut de protection que nous avons renvoyé, irons-nous le rechercher et assurer là notre devoir? Avez-vous évalué ce que ça coûterait? Sinon, on voit bien que cet article, qui se prétend être efficace et simplifié, ne fait qu'encombrer et y compris mettre en danger les personnes. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous soutenons bien sûr cet amendement. Et pour revenir à l'argumentaire de notre collègue Boudier sur la fameuse liste pays sûrs, où justement son argumentaire qui visait à montrer à quel point c'était une source valable est en fait contradictoire, puisqu'il reconnaissait lui-même le caractère changeant, d'où les mises à jour, quoique la liste date de 2015, mais justement, comment une décision, si c'est mis à jour, si un jour le pays est sur la liste et le lendemain il n'y est plus, comment est-ce qu'on peut baser une décision, y compris avec les conséquences que l'on sait, sur cette liste changeante? Justement, ça fait partie du problème qui est pointé sur la dite liste des pays sûrs, et y compris d'une anecdote d'une des personnes qu'on auditionnait sur cette question, qui a expliqué comment, quand on regarde la liste des pays dits sûrs qui est fournie, et qu'on regarde par exemple sur le ministère des Affaires étrangères et les conseils donnés aux ressortissants français par rapport à la liste dite des pays sûrs, où on conseille, bien qu'ils soient sûrs pour leurs ressortissants qui cherchent une protection, on conseille tout de même aux ressortissants français d'éviter ces zones. Elles sont sûres pour les uns, mais elles sont à éviter pour les autres. Donc on voit bien que cette liste
n'est pas un élément suffisant, et le fait d'élargir risque de causer des situations comme ça a été le cas de personnes qui ont été renvoyées en Afghanistan par exemple et qui se sont retrouvées à nouveau, qui ont disparu ou qui ont été tuées. Donc ça élargit le cas de ces erreurs pour lesquelles vous n'avez pas de solution, ou en tout cas vous n'avez toujours pas de réponse. Merci Madame. Merci Monsieur le Président. C'est en effet un article important, et peut-être que pour la cohérence, nous aurions pu commencer par cette question du premier accueil de l'hébergement, parce qu'on le voit, et ce qui a beaucoup interpellé, indigné à juste titre nombre de nos concitoyens et concitoyennes, c'est justement la vue de tant et tant de personnes à la rue, dans des tentes, sous des tentes, devant subsister, survivre dans des conditions véritablement indignes. Donc effectivement, l'enjeu est cet accueil dit inconditionnel, dans la mesure où il s'agit de considérer qu'une personne sur notre territoire a besoin avant tout, démunie, vulnérable, a besoin d'avoir avant toute chose, avant de lui demander ses papiers, si elle est en règle, si elle a le droit à ci ou ça, à avoir un toit sur une tête, à avoir de quoi manger, pour pouvoir ensuite, y compris entamer les démarches nécessaires. Donc c'est à partir de cette réalité-là qu'y compris un certain nombre d'associations se sont mobilisées contre les premières mesures du gouvernement. Et il nous semble que ce qui est compris dans cet article 9 ne répond pas à l'urgence de la situation. Il y a effectivement une augmentation qui est positive, mais qui n'est pas suffisante par rapport à la réalité aujourd'hui. On le voit à Paris. Je vous invite à aller faire un tour sur les quais du canal Saint-Martin. Et puis, plus globalement, il n'y a pas de mise à plat en fait des dispositifs d'accueil. Il existe aujourd'hui plus de 11 structures qui s'occupent de l'accueil, de l'hébergement, etc. Aucune visibilité, y compris pour les associatifs et les migrants. On ne sait pas véritablement où s'adresser, où renvoyer. Donc ça manque pour le coup d'ambition, de la nécessité d'un guichet unique et des structures clairement identifié et un nombre plus restreint. C'est pour ça que nous vous proposons un certain nombre d'amendements qui nous semblent être nécessaires pour assurer un accueil digne et inconditionnel. Merci Madame Obono, la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Alors nous nous inscrivons également en opposition totale avec cet amendement et toutes les justifications qui sont trouvées. D'abord, on imputait à nos concitoyens et concitoyennes un manque de générosité et d'accueil en les instrumentalisant pour expliquer pourquoi ils ne voulaient pas de migrants et de migrantes dans leur jardin, ce qui va à l'encontre de la réalité qu'on a vu dans tout le pays, avec effectivement dans des petits villages, y compris de territoires ruraux, un accueil, des habitants et des habitantes ouvrir leurs portes. Peut-être que vous êtes suffisamment égoïste pour ne pas le faire, mais n'imputez pas au reste de la population et de notre concitoyens et concitoyennes, ni aux responsables locaux, votre égoïsme. Et y compris, après vous avoir instrumentalisé les migrants pour votre fonds de commerce depuis 30 ans, vous instrumentalisez aujourd'hui les SDF, en oubliant, y compris que le problème du 115, c'est pas migrants contre SDF, c'est l'ensemble des situations où des gens sont obligés de décider si une famille bien française avec un enfant bien français doit être prioritaire par rapport à un célibataire bien français. Il y a effectivement des problèmes de logement, il y a des problèmes pour l'hébergement d'urgence en général, mais nous ne choisirons pas, et nous disons qu'il ne faut pas choisir entre une misère et l'autre, et nous proposons de donner suffisamment des moyens. Il y a encore à faire, mais c'est certainement pas avec des méthodes que vous utilisez. Monsieur. Merci Monsieur le Président. Donc c'est un amendement qui propose, comme les précédentes, de supprimer les deux alinéas qui traduisent dans la loi des réécritures de la dite circulaire Collomb. Donc cela a été dit par notre collègue précédemment. La validation entre guillemets du Conseil d'État correspond en fait dans les faits par une neutralisation de cette circulaire, puisque y compris le premier avis a reconnu un certain nombre des requêtes et des critiques des très nombreuses associations qui avaient porté ce recours, et c'est pourquoi il a fallu l'encadrer. Donc il nous semble que c'est de nouveau une très très mauvaise idée que de vouloir la réintroduire un peu par la fenêtre.
Ces alinéas organisent vraiment la traduction juridique d'une stratégie et d'une logique qui nous semble véritablement problématique de tri entre, a priori, y compris entre ceux qu'on désignerait comme des bons et ceux qu'on désignerait comme des mauvais migrants ou en l'occurrence de bons ou de mauvais demandeurs ou demandeuses d'asile. Elle demande à des travailleurs et travailleuses sociaux dont ce n'est pas le métier de ficher des personnes afin de transmettre ce fichier à l'OFII. On ne sait pas à quoi doit servir cette liste. La CNIL s'en inquiète d'ailleurs dans son avis et précise que l'accès à l'hébergement d'urgence n'est conditionné à aucun statut. Il s'agit, comme elle le précise, d'informations sensibles et aucune garantie adéquate n'est pour l'instant fournie. On ne sait donc pas pourquoi cette liste, on ne sait pas dans quelles conditions elle sera faite. Elle rassemblera cependant des personnes qui ont tout en commune d'être étrangères. Pour nous, cette mesure est problématique à plus d'un titre et elle va en contradiction avec y compris ce qui a été indiqué par des collègues qui déploraient le fait que un certain nombre de migrants, pas tous, parce que ce n'est pas ce qui explique le fait qu'il y en ait beaucoup dans la rue, mais un certain nombre ne va pas et ira encore moins dans les centres d'hébergement d'urgence parce qu'ils craignent de subir ce tri a priori sélectif. Et donc vous voyez, ce sera non seulement dangereux pour les libertés individuelles, mais aussi contre-productif par rapport à l'objectif. De cet amendement 900. Monsieur le Président, parce que, encore une fois, Madame la rapporteure semble n'avoir entendu qu'une partie de ce que disent les associations, y compris France Terre d'Asile, et ça a été indiqué dans la présentation des autres amendements similaires. Il y avait bien une pratique qui permettait de faire ce travail-là, mais ce que vous introduisez remet en cause, et c'est ce que continuent à dire les associations, encore une fois très nombreuses, y compris France Terre d'Asile, qui s'opposent à ce projet de loi sans exception, et justement, l'article 9 n'est pas exception à leur opposition, de dire que ce que vous voulez mettre dans la loi va être contre-productif et que ça va à l'encontre de tout le travail qui a été fait, parce que pour pouvoir aider les personnes qui viennent dans ces centres d'hébergement, encore faut-il qu'elles viennent, c'est un hébergement d'urgence, donc il ne peut pas se faire a priori et considérer qu'on va pouvoir comme ça déterminer au moment où on les met à l'abri, au moment où on leur assure la protection d'urgence à laquelle ils ont besoin, pouvoir les trier comme c'est l'intention malheureusement de cet alinéa et comme c'était l'intention de la circulaire. Donc encore une fois, vous avez entendu une partie du discours et des demandes des associations, des constats qui sont faits et qu'on peut partager, mais entendez l'autre partie et les arguments critiques. Sinon, je vais commencer par croire que vos arguments sont de mauvaise foi puisque vous ne voulez accepter qu'une partie de l'argumentation. Oui, Monsieur le Président, je ne sais pas si ça va vous aider ou pas, mais dans tous les cas, nous nous soutenons cet amendement sans sectarisme parce qu'il nous semble, et c'est ce que je relevais tout à l'heure, que malgré ce que dit le ministre, la CNIL a tout de même alerté sur les problèmes et autant le mettre dans la loi à minima, ce qui permet de clarifier. Donc il me semble que c'est un amendement qui va un peu dans le bon sens et qui précise les choses. Et si nous sommes d'accord là-dessus, il n'y a aucune raison de ne pas voter pour cet amendement. Oui, merci Monsieur le Président. Alors nous allons voter contre cet article 9 puisque nous ne pensons pas qu'il permette de réellement mettre à plat et de prévenir les situations bien trop nombreuses auxquelles sont confrontés les migrants et les migrantes depuis des mois dans les rues de Paris, dans les rues de plusieurs villes, des campements sauvages, et sans, y compris, intervenir a priori en décidant qui sont les bons ou les mauvais migrants. Il nous semble que notre premier devoir d'accueil, c'est cet accueil d'urgence, cet accueil inconditionnel. Et malheureusement, cet article 3, cet article 9 ne répond pas à cette situation. Nous souscrivons à la nécessité d'avoir une vision globale sur l'ensemble du territoire. Encore faut-il donner à l'ensemble des régions, des départements
et des communes les moyens de pouvoir assurer cet accueil et donner, comme cela a été pointé par plusieurs collègues, le choix aux migrants et aux migrantes et d'assurer que le consentement et le choix soient respectés, ce que ne permet pas l'article 9. Nous avons proposé un amendement qui a été malheureusement refusé sur la circulaire Colombis, qui est rejetée par l'ensemble des associations. Et plus largement, il nous semble qu'il faudrait avoir une vision à la hauteur de ce qu'on sait être les demandes en matière d'émergement. Les augmentations qui ont été décidées ne suivent pas le rythme qui est aujourd'hui celle des demandes. Et puis, plus globalement, il nous semble qu'en matière de modèles d'accompagnement et de premier accueil, la pléthore des dispositifs qui sont mis en œuvre, même harmonisés, on nous dit, de la manière dont le propose le gouvernement, ne permet pas d'y voir plus clair pour les associations, pour les migrants. Bref, c'est encore malheureusement en deçà de ce qu'il faudrait faire. Merci, c'est pourquoi Madame nous allons Obono. voter contre cet article. Merci beaucoup. Oui, merci Monsieur le Président. Nous soutenons évidemment cet amendement et cette demande de précision, puisque, comme l'indiquait notre collègue Faucillon, le terme, y compris d'opinion politique que Madame la rapporteure a indiqué, ne rend pas compte en fait de toutes les réalités, et y compris de la manière dont les personnes elles-mêmes vont définir leur action, ce qui ne rentre pas dans ce qu'on considère comme une revendication politique structurée avec des référents de mouvements féministes ou d'intentions politiques, constitue de fait une lutte pour l'égalité, pour la liberté, et nécessiterait notre protection. Et il nous semble que ce type d'amendement permet de fortifier, de renforcer le droit d'asile, permet d'enrichir le texte, n'enlève rien à ce qu'il y ait déjà et en rajoute plutôt en termes de protection, et permet d'avoir une vision plus fine qui permettrait d'aider et de protéger ces personnes. Donc c'est un amendement, encore une fois, qui n'est pas contradictoire avec ce qu'il y a et les intentions qui sont portées dans ce texte-là, qui permettrait de l'enrichir, et il nous semble tout à fait cohérent, et ce serait un signe positif que nous puissions adopter ce type d'amendement. Merci Monsieur le Président. Avant de revenir sur notre amendement, je me vois obligée de répondre à Madame Le Pen sur le fait que la récitation que vous avez à nouveau faite ne concerne pas ce dont nous parlons. Ce sont effectivement des décisions politiques qui créent toutes ces situations que tout le monde déplore, et nous avons des propositions. De toute évidence, vous n'avez pas suffisamment convaincu pour pouvoir être en capacité de le faire, et on a bien vu à quel point vous ne servez à rien de ce côté-là. Donc, à part instrumentaliser les SDF contre les migrants, instrumentaliser les pauvres, vous ne servez véritablement à rien. Et on voit encore que sur cette question, vous n'avez de toute évidence rien compris, parce que la question, madame, du réchauffement climatique, ça ne touche pas que les autres, ça touche aussi ici en Europe, ça touche aussi ici en France. Et si vous croyez qu'on pourra construire des murs pour se préserver des effets du réchauffement climatique, qu'un jour nous ne serons pas nous aussi à un moment donné des réfugiés climatiques, vous vous trompez, et encore une fois vous montrez à quel point vous n'avez aucune visée politique. Mais pour terminer sur la question de cet amendement, il nous semble dommageable, y compris si la majorité comprend, et nous sommes prêts à travailler là-dessus, nous serons prêts à participer à ce qui a été proposé à l'article 42. Il nous semble important que la France, sur cette question, continue à avoir une position d'avant-garde et puisse inscrire, y compris en ses propres termes, la question des réfugiés climatiques. Si vous êtes d'accord avec le sens de ce propos, je pense que nous participerions à avancer sur la question des réfugiés en l'intégrant dans notre législation, ce qui permettrait, y compris au niveau international, de faire avancer ce dossier. Et je pense que ce serait un signal important. Là aussi, ça élargit les droits, là aussi, ça élargit les protections, et ça nous donne une capacité d'anticiper à des phénomènes que nous reconnaissons tous à venir, et parfois à très court terme. Vous souhaitez réagir à la position de la Commission et du gouvernement? Oui, merci Monsieur le Président. Alors, il y a quelques mois, quand une des organisations
non gouvernementale, avec l'air d'un reportage télévisé de la BBC, avait révélé les cas d'esclavage en Libye. Je me rappelle les interventions dans cet hémicycle qui unanimement avaient condamné ces actions et des déclarations très fortes et très fermes indiquant que des mesures seraient prises et que nous aurions une action sur ce point-là. Des mois plus tard, ce que relèvent les associations, notamment Amnesty International, qui a fait plusieurs communiqués sur la question, c'est que non seulement l'Union européenne, dont la France, n'a rien fait sur ces questions, mais que nous continuons d'une certaine manière à coopérer avec des autorités libyennes et à ce que se perpétuent ces situations. Donc, je pense que nous avons là l'occasion de marquer, et ce qu'a indiqué Madame la rapporteuse ne suffit pas, parce qu'on le sait, malgré des grandes déclarations, et on s'est beaucoup applaudi dans cet hémicycle en se gargarisant un peu de nos valeurs, mais aujourd'hui c'est prouvé, nous n'avons non seulement rien fait, mais on a continué à coopérer avec des régimes qui mettent en esclavage des migrants, et nous avons donc une responsabilité, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Amnesty International. Alors vous direz peut-être qu'ils font commerce de la misère des migrants, mais vous devrez assumer cela. Donc là, il s'agit de reconnaître, et ce n'est pas la Convention de Genève que nous changeons par là même, c'est notre propre législation, c'est notre capacité à élargir notre compréhension de la question de la protection subsidiaire. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel d'autres pays pourraient nous suivre si nous prenions nos responsabilités et si nous étions à la... Madame Obono. Monsieur le Président, alors... tout en étant en total désaccord avec cet amendement et en appelant à voter contre, je voulais répondre aux manipulations que M. Ciotti a fait en défense de son amendement, parce que ce ne sont pas des élucubrations de gauchistes qui pointent les actes qui ont lieu aujourd'hui à la frontière franco-italienne. Ce sont d'abord les autorités italiennes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu quelques incidents diplomatiques à ce propos. Ce sont les organisations internationales et nationales de défense des droits humains. Alors on peut aussi considérer qu'ils sont sous la coupe de la France insoumise, mais nous faire peut-être un peu trop d'honneur. Dans tous les cas, il y a par ailleurs une plainte auprès de la Cour européenne des droits humains sur le comportement des forces de police. Et effectivement, les forces de police, les gardes-frontières font ce que l'autorité politique leur ordonne de faire, et en ce cas, la responsabilité revient aux autorités qui amènent à ce genre de situation. Et je tiens pour finir, non pas à porter le discrédit et l'opprobre sur les citoyens et les citoyennes. Il n'y a pas besoin d'être militant d'extrême gauche pour avoir un sens de l'humanité et accomplir son devoir de solidarité envers les citoyens comme Cédric Herrou, comme les militants d'Amnesty International qui ont prêté la main, qui ont secouru les migrants et qui ont du coup honoré la tradition de la France plutôt que de l'avoir salie. C'est vous qui salissez cette action et je pense qu'il était important de le rappeler. Nous leur apportons notre soutien. Madame Obono. Alors après les débats qu'on a eus, il me semblait qu'il y avait quand même un certain nombre d'accords sur la compréhension des causes des migrations forcées, de leur caractère global et du fait qu'il y avait là un phénomène qui nécessitait une vision d'ensemble pour pouvoir s'attaquer aux causes. En tout cas, c'est nous notre perspective. Je trouve tout de même assez curieux et problématique qu'aujourd'hui, l'entrée en France de ces réfugiés soit imputée à l'action de citoyens comme Martine Landry, qui est militante d'Attaque, et une femme de 73 ans qui a porté secours à 2 mineurs de 13 et 15 ans pour leur éviter de connaître le sort de beaucoup trop d'entre eux. Donc non, nous ne considérons pas que ces personnes
ont commis des actes illégitimes et nous pensons au contraire qu'ils ont participé à honorer non seulement notre tradition d'accueil, mais ce qui devrait être le sentiment et l'action de toute personne face à une autre personne, un autre être humain qui est visiblement en danger. Et donc, effectivement, là-dessus, nous serons en désaccord. Nous avons des propositions sans en appeler à l'ouverture indue des frontières. Nous ne sommes pas des no-borders, vous le savez très bien. Nous expliquons très bien dans notre proposition pour une vraie politique migratoire comment s'attaquer aux causes, y compris pour éviter que des personnes se retrouvent dans le col des Alpes, pour éviter que leur vie soit en danger, pour éviter que des enfants se retrouvent en zone d'attente. Nous avons une solution globale et malheureusement, ce n'est pas ce que vous proposez, Monsieur Collomb. Au contraire, ce que vous permettez, c'est que l'extrême droite et la droite la plus xénophobe puissent s'emparer de ce débat et en faire ce que ça n'est pas et pointer du doigt les citoyens qui font honneur à la France. Merci, Monsieur le Président. La condition sine qua non pour faire une demande d'asile, c'est l'accès au territoire. Lorsque l'on parle d'externalisation du droit d'asile, on parle justement de cela. On parle du fait de tuer dans l'œuf la simple possibilité de demander l'asile en France et en Europe en empêchant par divers moyens l'accès au territoire par des personnes qui ont précisément besoin de notre protection. Cet article tente de parfaire jusque dans les moindres détails, comme il semble que ce soit systématiquement le cas, cette politique, non seulement au niveau français, mais européen, de dissolution du droit d'asile par tous les moyens qui semblent techniques, les moyens de procédure. Il s'agit donc dans les zones d'attente, c'est-à-dire en France le plus souvent, les aéroports de Roissy ou d'Orly. Dans ces zones d'attente se trouvent des femmes, des hommes, à qui on a refusé l'accès sur le territoire. Et effectivement, également des enfants, comme cela a été rapporté dans les journaux. Par exemple, à Roissy, le cas de 2 fillettes qui ont passé des jours en zone d'attente, une fillette française de 6 ans et une autre ivoirienne de 3 ans, qui ont été retenues chacune 4 à 5 jours dans une zone d'attente de l'aéroport de Roissy. Il s'agit ainsi d'un article qui veut réduire les garanties procédurales, encore une fois, dans un contexte où elles sont le plus nécessaires. Systématiser les vidéo-audiences, faciliter les décisions d'irrecevabilité. La généralisation de la vidéo-audience, nous en avons déjà parlé, remet en cause le droit des demandeurs et des demandeuses d'asile à une vraie audience dans un réel environnement juridictionnel. C'est passer outre les difficultés techniques qui sont déjà constatées, c'est rendre encore plus compliqué pour des personnes ayant subi des persécutions le récit de celles-ci. C'est ce que disent et redisent encore une fois les avocats de la défense, les magistrats, les associations. Le GISTI, n'en déplaise à certains députés qui tentent d'utiliser ces exemples pour dire le contraire. Comment peut-on imaginer qu'à travers un tel média, on puisse faire part des tortures subies, des persécutions? De nos points de vue, ça va à l'encontre du droit qui devrait être garanti à ces personnes. Cet article crée des conditions intolérables. Nous nous y opposons donc formellement. Merci, Madame Obono.